Bonjour Robert, Et bonjour Régis. ça me fait plaisir de te voir Robert, même si ce n'est pas en vrai. C'est vrai que nous on s'était croisés il y a 2 ans bientôt en Irlande et j'ai gardé un très bon souvenir. Et c'est pour ça que je me suis permis de t'inviter pour ce petit entretien, pour mieux te connaître et que tous les gens qui nous suivent sur les réseaux te connaissent un peu mieux. D'où la première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui est Robert? Alors, Ton parcours de moi, judoka. pardon, excuse-moi. Et ton parcours de budoka. D'accord, bien, est-ce que je peux donner mon âge, si tu le souhaites? Je vais sur mes 73 cette année. Je suis arrivé en France en 1965. J'arrivais du Maroc, qui était sous protectorat français, donc j'ai passé 17 ans au Maroc. Et comme le disait ton ami Jaf, lui il venait de Casablanca, moi je viens de Rabat. Donc tu vois, on a des petits points communs. Et mon parcours, eh bien, il est comme beaucoup. C'est toujours le hasard des choses, c'est un peu des rencontres, c'est un petit peu. On s'y attend pas. Donc je pouvais pratiquer très jeune parce que mes frères pratiquaient le karaté. Mais moi, ça ne m'intéressait pas trop quand j'avais 14-15 ans. Donc je jouais au foot, c'était plus plaisant. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais une agressivité incontrôlable. Pardon. Je me suis posé des questions, je me suis dit, je suis dangereux pour moi et pour les autres. Et c'est là où j'ai déambulé dans les rues de Toulouse et je suis rentré dans le dojo où enseignait mon frère, un de mes frères. Et quand il a vu ma tête, il m'a dit, toi, tu vas venir t'entraîner. Donc, j'ai dit oui. Et c'était en février 1970, donc je fais le compte, ça fait 51 ans. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai commencé mon parcours. Alors bien sûr, comme beaucoup au début, on ne sait pas trop où on met les pieds. Donc on se cherche. Ça a été du karaté, du bâton long, du bojitsu. Et puis dans les années 70, 75, je voulais faire du sabre parce que c'est quelque chose qui m'a tiré. Le Japon m'a tiré, l'histoire du Japon m'a tiré. Mais il n'y avait pas de yai dans les années 70 en France. Ça a commencé vers 73, 74. Mais comme il n'y avait rien, je suis allé au kendo. Donc je me suis dit, c'est le kendo, voie du sabre. Donc, je me suis lancé dans le kendo pour pallier au manque du yai. Et à partir du kendo, sont venus quelques Français qui vivaient au Japon, qui s'entraînaient au Japon. Sont venus quelques Français, dont celui avec qui j'ai démarré vraiment le yai, qui s'appelle Didier Olivry, qui est toujours vivant, qui est un kendoka et un yaidoka. Et grâce à lui, d'ailleurs, je t'ai envoyé une photo où on me voit avec lui dans une photo de groupe. Donc, j'ai démarré avec lui et je l'ai suivi partout en France, jusqu'au moment où, au bout de quelques années, il a dû partir pour son travail en Afrique, ce qui fait que je suis resté un peu orphelin. Et là, ben, j'ai continué ce que j'avais commencé à apprendre jusqu'au jour où d'autres Français sont rentrés du Japon et donc un professeur qui s'appelle Bernard Durand, qui est un kendoka de très haut niveau, qui est un bon yaidoka et qui lui aussi m'a donné des. Je l'ai suivi pendant quelques années. Je continue mon histoire. Continue, je te laisse, tu as la parole et à toi. Le kana est ouvert. Ça démarre il y a 50 ans et on est en 2021, d'accord? Donc là, tu es à peu près en 78, si je regarde la photo. Voilà, oui. À la suite donc, de cet enseignement avec Bernard Durand, j'ai fait connaissance également alors, tout ça, c'était dans le style Muso Shinben-ryu, que tout le monde connaît, donc tu connais. Ça a été, on dira la seule école qui était proposée dans les années 70-80. Et donc, au bout d'une dizaine d'années de pratique de Muso Shinben-ryu, je me posais des questions sur certains points importants dans les katas et je ne trouvais pas de réponse jusqu'au jour où j'ai eu la chance de tomber sur un professeur japonais qui faisait Muso Jikiden Eishin-ryu,
qui m'a donné des réponses à mes questions sur la technique et sur des techniques dans les katas. Sachant que, bon, comme je venais du karaté et j'étais je voulais des réponses justes, hein, je ne voulais pas simplement faire des katas dans l'esprit esthétique. Donc, il me fallait des choses concrètes. Voilà. Et donc, pendant cette pratique de Muso Jikiden, je suis arrivé au titre de Renshi, 6e dan, tout en continuant la pratique de la ZNKR, la forme fédérale de la Zen Nihon Kendo Renmei. Cette pratique de Muso Jikiden m'a bien apporté jusqu'au jour, en 98. Mais quel était le nom de ce maître japonais? Il s'appelle Esaka Sensei. Esaka, son prénom, je ne me souviens plus. Mais alors, si tu veux, le problème avec cette école, c'est qu'au Japon, il faut savoir qu'il y a deux grandes fédérations. Il y a la ZNKR, la Zen Nihon Kendo Renmei, qui regroupe le kendo, le iaido, le jodo. Sauf qu'au Japon, bien avant la ZNKR, s'était créée une fédération qui s'appelait la Zen Nihon Iaido Renmei, qui ne voulait pas autre chose que du yai. Donc, il n'y avait que du yai. Et dans ce yai, il y avait Muso Shinden, Muso Jikiden. Il y avait une dizaine d'écoles. Ça avait été créé en 1948 au Japon. Et en 1952, la ZNKR, la Fédération Kendo, elle a créé cette fédération qui a englobé du yai. Et elle a bien sûr attiré plein de sensei de la ZNIR. En gros, voilà, au Japon, il y a ces deux grosses fédérations. Et donc, moi, je faisais partie de la ZNIR avec l'école Eishin-Ryu, et je faisais partie de la ZNKR en France avec la fédération mondiale. Donc, jusqu'à un certain moment, j'étais un peu en porte-à-faux parce que ça passe pas bien au Japon d'être dans deux fédérations. Voilà, donc en 98, on a eu des sensei japonais envoyés par la ZNKR qui nous ont donné un stage national. Et dans ces trois sensei, il y avait un des sensei qui pratiquait l'école Suioryu, qui est une école très très peu connue et qui n'était pas du tout connue hors du Japon. Et là, j'ai mis les deux pieds dedans. Et à la suite de cette rencontre, j'ai effectué 35 séjours au Japon. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller au Japon en 1987 et il y a 2-3 ans, ça m'a fait 35 séjours. Ce qui fait que j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup et de voir beaucoup de choses en 35 séjours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience de Muso Shinden, Muso Jikiden. J'avais un petit peu touché au Kiryu et vu de loin Shinkage. Mais l'école la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est Suioryu, qui est une école qui n'est pas simplement une école de yai. C'est une école qui englobe le Kempo, qui englobe le Yajutsu, qui a le Jojutsu, la Naginata, le Kosaligama, le Wakizashi, le Kogusoku. Voilà, donc ça fait la panoplie complète de ce que le samouraï apprenait, puisque apprendre les autres armes sert énormément pour pouvoir les combattre lorsqu'on fait face à ces armes-là. Voilà, en gros, mon parcours. Je suis arrivé au niveau des grades dans la fédération japonaise au niveau de 7e dan Kyoshi, et dans le Jodo au niveau du 6e dan Renshi. Et dans l'école Suioryu, je suis Shumokuroku, qui est l'avant-dernier grade du stade, pratiquement du stade le plus. Voilà, en gros, sans rentrer dans trop de détails. D'accord, donc en fait, ce qui te motive, c'est le maniement des armes. Si on écoute ton parcours, le karaté est faible. Absolument. Faible histoire, ou histoire très courte plutôt. Et par contre, tout ce qui concerne les armes, qu'elles soient longues, courtes, tranchantes ou non tranchantes, c'est ce qui te motive. Et donc, c'est d'avoir quelque chose qui te permette de t'exprimer. Absolument. C'est sûr que quand je pratiquais le karaté, mon arme préférée, c'était le bâton d'1,80 m.
que j'ai enseigné pendant de longues années. Et ça m'a donné la chance, ça m'a apporté beaucoup, puisque des dojos de karaté traditionnels à Toulouse, où j'habite, m'ont demandé l'enseignement et j'enseignais le bâton long à des pratiquants de karaté, puisque c'était le karaté de Funakoshi que je pratiquais. Donc, c'est pas le karaté, c'est pas le Bojitsu, le bâton long d'Okinawa, c'est le bâton long plus tiré du style chinois avec des glissés de main sur le bâton, qui était un bâton qui m'intéressait beaucoup. Voilà, ça c'est… Entre autres, j'ai eu cette passion pour le bâton. Et naturellement, quand j'ai découvert le Jojutsu, qui est un bâton de 1,28 m, là aussi, ça a été bien sûr et la Naginata, ça a été cette série, cette famille d'armes qui m'intéressait beaucoup. Naturellement, le sabre est l'arme la plus importante, puisque je suis plus spécialisé dans le sabre. À quel moment l'enseignement est apparu dans ta carrière? À quel moment tu as commencé à transmettre? Alors, j'ai très rapidement enseigné parce que au bout d'une année de pratique comme élève, un de mes professeurs qui était sur Paris m'a un peu bousculé pour que je monte sur Paris, et j'y suis resté 8 mois avec lui, où c'était un entraînement très dur et qui m'a beaucoup apporté. Et je faisais pratiquement une quarantaine d'heures d'entraînement par semaine. Je pratiquais dimanche au dimanche. Je n'avais pas un seul jour de repos. Je ne travaillais pas. Je vivais juste avec le peu que j'avais. Et je vivais dans le même lieu que mon professeur, qui a été très connu dans son époque, parce que ça a été le premier plus jeune comme champion de France de karaté en 1964 ou 1965. Je ne me rappelle plus exactement. Et c'est vrai que j'ai passé un très bon séjour. Et à la suite de ce long séjour à Paris, lorsque je suis revenu à Toulouse, j'ai commencé à diriger le groupe. Et j'ai démarré pratiquement en fin 72, début 73, à enseigner. Donc, à l'époque, il fallait enseigner, il fallait montrer, il fallait être toujours devant. Voilà, ça a été un petit peu la locomotive. Le fait d'être un peu seul et d'avoir un baluchon et de pouvoir partir. Naturellement, tout ça, ça a un coût super important au niveau de la famille, puisqu'il faut faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et naturellement, j'ai failli le payer très cher par moment, puisque une fois que j'ai été marié, que j'ai eu des enfants, mon absence s'est fait beaucoup ressentir. Voilà, mais j'ai eu la chance de passer le cap de certaines mauvaises choses. Voilà, en gros. Certaines expériences. Oui. Et dans la partie enseignement, d'après toi, quelle est la différence entre un enseignant et un sensei? Alors, moi, je dis souvent à mes élèves, l'initiation, c'est une chose, l'enseignement, c'en est une autre. Tout le monde peut faire l'initiation, même quelqu'un qui n'a que très peu de pratique, même quelqu'un qui a un petit grade peut faire de l'initiation. L'initiation, l'enseignement, c'est une autre histoire. L'enseignement, c'est construire un élève, c'est pas détruire un élève. Il faut construire, il faut lui donner les bons outils pour que lui puisse progresser. Il est très facile pour nous, professeurs ou enseignants de haut niveau, de détruire un élève. C'est facile, mais ce n'est pas le but. Le professeur qui détruit un élève n'a pas sa place dans le bureau. Donc, naturellement, tout ça, c'est au fil des années, ça s'apprend. Et ce qu'il faut, c'est qu'on donne les bons outils, comme je le disais, et que l'élève puisse monter, gravir tous les échelons. Et donc, le sensei, tu le définirais comment? Comme un maître, tout simplement? Alors, dans les sensei, tu en mets une autre traduction? Ça veut dire celui qui est né avant.
Ça, c'est sûr que je suis né avant beaucoup de personnes, mais ça ne veut pas dire que je sois un sensei. Le mot sensei peut être employé pour beaucoup de choses. Au Japon, dès que l'on enseigne quelque chose, on est le sensei. Mais il est clair que nous n'avons pas les mêmes mots pour définir le mot sensei en Occident. Donc, le mot, on va dire maître ou enseignant de haut niveau est peut-être plus facile. Non, je crois qu'il faut faire très attention avec les mots, surtout quand on prend trop de mots sur le Japon. Il ne faut pas tomber dans des excès. Il faut avoir du respect pour le mot sensei, mais il ne faut pas l'employer à toutes les sauces. Moi, Mhm. je dis à mes élèves, avant l'entraînement et après l'entraînement, je suis Robert, je suis votre copain. Pendant l'entraînement, je suis celui qui vous apportera, qui vous apporte quelque chose. Voilà, pas se prendre la tête, mais pas avoir la grosse tête. Donc, garder la tête froide, la tête sur les épaules. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un budo d'une manière générale? Quand on a pratiqué Alors, beaucoup de disciplines ou beaucoup d'écoles, qu'est-ce qu'un budo? Et qu'est-ce que il y a- ça t'a apporté, toi, ah, dans alors, l'intérieur? le budo, il est défini. On ne sait jamais exactement le vrai sens du budo, puisque quand on regarde les idéogrammes, il y a toujours une interprétation qui peut être différente en fonction des. Même les Japonais, j'ai vu dans ma vie de pratique énormément de sensei japonais. Tous m'ont apporté ne serait-ce que la façon de se tenir debout ou la technique basique, mais euh, on peut dire budo quelque chose comme euh, la pratique des armes, arrêter les armes. Il y a un sens qui peut être défini en fonction de l'interprétation des sensei. En ce qui me concerne, et comme je l'ai dit dans ma présentation, le budo, pour moi, a été une bouée de secours, une bouée de vie, puisque si je n'avais pas eu cette chance de rentrer ou de mettre les pieds dans le budo, je pense que j'aurais eu des problèmes plus sérieux dans ma vie. Donc, pour moi, ça a été vraiment une bouée qui m'a apporté et qui me porte. J'essaye toujours de m'accrocher quand je ne suis pas bien ou quand je pense que j'ai besoin de m'accrocher à cette bouée. Il y a pas, il y a- On n'est jamais arrivé au bout. Debout, ça sera quand on passera la dernière porte. Donc, j'essaye de me raccrocher, de pratiquer comme un débutant, même si j'ai ces années de pratique. Donc, je crois que il faut garder à l'esprit la pratique du débutant, même c'est ce que je dis toujours à mes élèves, pratiquer comme des débutants, c'est-à-dire avec l'esprit du débutant, pas dans la technique du débutant, mais avec l'esprit du débutant. Donc, voilà. Aujourd'hui, effectivement, tu enseignes aussi un petit peu, pas uniquement sur Toulouse, où tu habites aujourd'hui, mais Ah oui, ailleurs. oui, Donc, pas, oui. et j'imagine pas uniquement en Irlande où on s'est rencontrés, mais ailleurs. Alors, j'ai, à partir d'un certain moment, j'ai eu une demande d'Espagne, donc ça fait 31 ans. En 1990, l'Espagne m'a demandé d'enseigner. Il y avait très peu de pratiquants, il n'y avait pas du tout de judo en Espagne. Donc, j'ai ouvert le judo et le iaido, surtout en Catalogne. Et petit à petit, en l'espace de quelques années, j'ai eu une grosse partie de l'Espagne qui m'a demandé l'enseignement, ce qui fait que j'avais à peu près une quinzaine de dojos en Espagne qui m'ont suivi et qui me suivaient, qui venaient en France également me suivre. À la suite de cette demande espagnole, j'ai eu d'autres pays qui se sont greffés, comme le Portugal, comme la Finlande, comme la Pologne, la Polynésie. Et naturellement, tout ça, ça fait que j'ai eu cette chance de pouvoir enseigner dans tous ces pays. Et depuis donc de nombreuses années, j'ai beaucoup voyagé, sauf que ces derniers temps, ça s'est un petit peu ralenti. La Colombie aussi, j'ai fait 2 séjours en Amérique du Sud, en Colombie.
Et naturellement, là, avec ce qui se passe depuis 1 an et demi, ben, il n'y a plus rien qui se passe. Si, la Tunisie, aussi, j'oublie, tu vois, au fur et à mesure, il y a des pays qui… Donc, j'ai eu la chance aussi d'être invité en Tunisie il y a 2 ans. Et j'espère que on va retourner à une vie plus normale pour pouvoir reprendre tous ces voyages. Il continue à transmettre. Alors, lorsque je t'ai Exactement. rencontré, tu parlais souvent de Koryu. Oui, oui. Peux-tu nous définir ce concept ou ce que tu voulais dire? Alors, le Koryu, c'est l'école traditionnelle, c'est ce qui peut être traduit par ancien, ancien, l'ancienne école, c'est-à-dire la forme initiale. Sachant que, tu dois le savoir, dans la fédération japonaise, en 1968, les écoles étaient un petit peu cachées et les sensei japonais ont eu cette idée de créer ce qu'on appelle un CT kata, c'est-à-dire des formes qui unifient et qui regroupent toutes les écoles. Donc, en 68 a été créé ce qu'on appelle le CT kata, le CT Yai, qui englobait, qui a été sept katas différents, qui ont été tirés de plusieurs écoles. Et ça a permis d'être un peu le langage commun des anciennes écoles, qui étaient toutes intéressantes, mais comme elles ne se retrouvaient pas sous le même lieu, elles étaient un peu cachées, perdues. Et grâce à cette idée de créer ce CT Kata, les écoles se sont mises sous le même toit et je dirais que c'est un petit peu un langage commun, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une trentaine d'écoles différentes, comme c'est le cas aujourd'hui au Japon, et parler le même langage. Donc on a aujourd'hui de 7 katas, on est passé à 10 en 1980, et en 2001, on est passé à 12 katas, qui regroupent les 12 katas de la ZNKR. Voilà. Mmh. Ça, c'est je pense que tu dois le savoir. Sauf que, bon, c'est selon les fédérations. En France, la fédération française est dans le principe de travailler et de faire travailler et de faire passer les Dan avec les katas, bien sûr, de cet EIAI. Mais comme tu le sais, dans la fédération européenne de Iaido, que tu connais, il n'y a pas de forme commune qui regroupe les styles différents, les styles Koryu. Donc voilà, en gros, le Koryu, alors, comme je disais tout à l'heure, le Koryu, ce n'est pas qu'une école de Yai. Dans la majorité des Koryu qui se pratiquent au Japon, elles ont le Yai, mais également les autres armes que l'on peut trouver, le Kenpo, le Kenjutsu, la lance, l'équitation qu'on trouve dans des écoles comme dans Katori Shintoryu. Voilà, chaque école a une diversité d'armes différentes. Mmh. Et d'après toi, comment dirais-je, quel est l'intérêt de faire du sabre? À part fendre l'air dans tous les sens, si je reprends l'expression d'une personne bien connue que je ne citerai pas ici. Alors, l'intérêt du sabre, tu parles le sabre individuel lorsqu'on pratique sans partenaire. Par exemple, et avec partenaire, comme ça nous fera une belle digression intéressante, ton approche. Alors, le sabre sans partenaire, tel qu'il est enseigné dans certaines écoles, c'est comme j'ai pu l'apprendre dans l'école Suoliu, mais également dans d'autres écoles, on le sait aussi. Le sabre individuel, c'est, on va dire, pour simplifier, ce n'est pas le mot exact, mais on va dire c'est un échauffement, en gros. Pour simplifier encore, sauf que je vais peut-être surprendre beaucoup de monde, le sabre en seiza avec un sabre à la ceinture, c'est inconcevable dans le Japon traditionnel. Parce qu'il faut savoir que si on est dans une maison, la première chose que l'on fait quand on rentre dans une maison japonaise, je parle du temps des samouraïs, des temps du Moyen-Âge, la première chose, c'est de sortir le sabre de la ceinture et le poser sur le côté. Et le maître de maison, lui, il a son sabre sur le porte-sabre qui est à côté. Mais il faut savoir que si on n'a pas le grand sabre à la ceinture, on a le wakizashi ou le couteau à la ceinture, ce qui permet, en cas de danger, de pouvoir se défendre.
Le sabre à la ceinture, faire des katas au sol avec le sabre à la ceinture, c'est simplement de l'échauffement. C'est fortifier le corps. Parce que à partir du moment où on travaille des formes au sol qui sont très difficiles, notre sabre debout sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus puissant. Ça, en gros, et je vais choquer le monde, beaucoup ne le savent pas. Donc, il faut bien mettre le doigt sur ce principe, c'est que le sabre en seiza, c'est uniquement de l'échauffement et de fortifier le corps et donner beaucoup plus de puissance à son corps. Voilà, ça c'est le point que je veux soulever. Et quand j'en parle avec des personnes qui ne le savent pas, on me regarde avec des yeux très, très ouverts et on me prend pour quelqu'un qui vient d'une autre planète. Bon, ça c'est une chose. Le sabre avec un partenaire, je trouve beaucoup plus, on va dire, réaliste, sachant qu'à partir du moment où il y a des principes bien, on connaît l'attaque et on connaît la défense, naturellement, c'est un bon travail, mais on ne peut pas dire que ça soit réaliste à 100%. On essaye de mettre une pointe de réalisme, mais c'est aussi une forme de travail sur le moment, qui doit être très, très juste et très, 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 très puissant. Mais si on est sur le champ de bataille, on ne va pas dire à l'adversaire, attention, je vais faire telle ou telle technique. Hein. Donc, il faut bien mettre comme le disait un très grand sabreur qui s'appelait Tsukahara Bokuden, qui a été un des plus grands sabreurs comme Miyamoto Musashi, il disait que le meilleur endroit d'entraînement, c'était le champ de bataille. Voilà, en gros. Sauf qu'aujourd'hui, on se promène peu dans la rue avec un sabre ou un bokken ou un sabre en bois. Absolument. Je reviens à mes questions de départ. Quel est l'intérêt de couper, de fendre l'air en deux avec des bruits, des bruitages? Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas. On peut le voir de différentes façons. Lorsqu'on pratique le yai, moi je dis que sur 10 000 coupes, il y en a une qui me paraît à peu près bien et je me dis, ah, je suis content parce que j'en ai réussi une sur 10 000. Je vais citer quelques mots que les Japonais, sensei japonais m'ont appris ou m'ont donné. Le sabre devient un objet de mort si notre esprit est mauvais. Ça, c'est le premier point. Le but du sabre n'est pas de détruire, bien au contraire, il doit construire. Il doit éduquer les personnes à la non-violence. Okay. Le yai fait parfois référence à la notion japonaise saya no uchi, ou littéralement le sabre dans le fourreau, ou la victoire sans dégainer. Okay. Aujourd'hui, on va dire que cet art a évolué. Il est utilisé pour développer un corps très fort, pour développer un corps fort. Hein. Donc, on va dire par le polissage des techniques, c'est-à-dire que plus on fait des techniques, plus on polit notre esprit, notre esprit. Et en même temps, il a l'objectif d'agir comme un chemin initiatique pour aider le pratiquant à atteindre un état, moi je dirais, d'humanité plus parfait, hein, puisque aujourd'hui, c'est ce que ma recherche, comme je disais, ou je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est essayer d'être meilleur chaque jour. C'est-à-dire que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à corriger en moi. Je ne parle pas de la technique, je ne parle pas du judo, je parle de l'être humain, hein, puisque l'être humain, c'est comme quand on parle des chiens et on dit le chien est méchant, et on dit non, c'est pas le chien qui est méchant, c'est peut-être le maître qui n'a pas donné des outils chien pour être gentil. Donc, le sabre, c'est aussi un peu ça. Si on donne un sabre à quelqu'un qui est adroit, on va dire tordu, le sabre, ça devient un sabre de mort. Et mon but à moi, c'est de faire un sabre qui donne la vie et que chaque jour, j'essaye d'être beaucoup plus en harmonie avec mes principes de vie.
en gros. Voilà, Donc le sabre, l'art de la paix. complètement, complètement. Si ça pouvait. C'est ce qui est intéressant dans la pratique. On se rend compte aujourd'hui, moi j'ai la chance de faire dans les championnats d'Europe, de rencontrer plein de pays. Et les plus belles images que j'ai, c'est quand on a Israël, Jordanie, on a des pays Liban, qui sont en guerre. Et puis on a les pratiquants qui sont là et qui pratiquent et qui se serrent dans les bras quand ils gagnent ou quand ils perdent. Ça, c'est l'outil qu'il faudrait, plutôt que d'avoir un fusil, c'est très facile de tirer, hein, il suffit d'appuyer sur la gâchette. Comme je dis souvent, faire la paix, c'est beaucoup plus difficile. S'asseoir autour d'une table et discuter. Voilà. Est-ce que c'est pas en opposition avec la compétition du kendo, par exemple? Alors, moi, On est quand même sur une joute, combat. le kendo, j'en ai fait un petit peu, on va dire. Le kendo, c'est un sport martial, hein, c'est un peu comme le judo aujourd'hui. C'est devenu un sport martial. Le kendo est intéressant s'il est pratiqué, bien sûr, avec un esprit pour pouvoir s'améliorer. On dit que quand on perd, on se relève et c'est en se relevant qu'on devient meilleur. Donc, le kendo, moi, je le conseille pour quelqu'un qui a besoin d'avoir cette forme de travail pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se construire. Après, le yai qu'on a aujourd'hui, la Zen-Kr, est un yai qui a été fait pour les kendokas. Malheureusement, ou je ne sais pas si on peut dire malheureusement, ça a amené on va dire une clientèle, une population qui n'est pas du kendo. C'est-à-dire qu'il y a très peu de kendokas qui font du yaido aujourd'hui. Je vois en France et dans certains pays, beaucoup de personnes qui ont fait soit un peu de judo quand ils étaient jeunes, ou un peu de karaté, ou un peu d'aïkido, se mettent à faire du yaido parce que ça leur permet de rester aussi dans une pratique qui leur donne, qui leur permet de bouger, parce qu'il ne faut pas croire que dans le yai, si on le fait sérieusement, il y a des moments physiques qui sont très difficiles. Alors bien sûr, le yai n'est pas uniquement fait pour être travaillé en César. Les personnes qui ont des problèmes de santé au niveau des genoux peuvent pratiquer le yaido debout, et dans le judo également, on le pratique debout. Donc ça amène une population qui est intéressante également, et qui vient pas forcément pour faire de la guerre ou pour apprendre à se battre ou à se défendre, comme on voit à certains endroits. Non, non, c'est une construction, c'est un état d'esprit. J'ai eu dans ma vie la chance, quand je suis allé au Japon, je ne m'en souviens pas si c'était la première ou la deuxième fois, de me retrouver dans un endroit où il y avait des démonstrations de grands maîtres. Et puis à un moment est arrivée une personne qui avait l'air très âgée, je n'arrivais pas à lui donner l'âge, mais qui est arrivée tout doucement, péniblement jusqu'au parquet. Et là, le speaker a annoncé son nom et a dit, ben voilà, il a 94 ans. Et là, mes yeux se sont bien ouverts, et cette personne est passée d'un état, on va dire, gentil, à un état différent, je dirais bien différent, je ne dirais pas méchant, mais différent, parce qu'il s'est mis à dégainer, à couper dans le vide, naturellement. Et on a vu une personne différente. Et quand il a fini, il est retourné dans son coin et je me suis dit, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire. Arriver à plus de 90 ans à dégainer un sabre. Voilà. Ça, c'est un des buts de la vie. C'est pas apprendre à couper, à tuer. Enfin, tuer, c'est un mot qu'il ne faut pas employer. Mais naturellement, quand on parle de yai, on dit on coupe à tel endroit, on coupe à tel endroit. Naturellement, ce sont des images qu'il faut éviter. Ne pas voir du tout. Celui qui voit du sang lorsqu'il fait une coupe, il faut qu'il aille voir un psychiatre très, très, très vite. Voilà. Absolument. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on ne se balade pas avec un sabre dans la rue.
Pourrais-tu nous expliquer, d'après toi, la différence que tu fais entre le Iaido et le Iaijutsu, ou le Alors, pour Ken et moi, le Kenjutsu? oui, ça revient très très souvent parce que on a l'impression que si on dit ah moi je fais du kenjutsu, je fais du yaijutsu, on a l'impression d'être meilleur que celui qui fait du iaido et c'est absolument pas le cas. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que on peut faire un très bon jutsu quand on fait du do et on peut faire du do quand on fait du yaijutsu. Ça peut se mélanger. Jutsu, ça veut dire technique, c'est rien de plus que technique. Dans le Iaido, c'est composé de techniques. Donc, l'état d'esprit est le même. Je crois qu'on peut être un très bon Iaidoka en faisant du jutsu. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Jutsu, c'est la pratique toujours. Il faut rester dans la pratique. Moi, j'en parle très peu, enfin, j'évite de mélanger et de dire, voilà, attention, là, vous faites du do, là, vous faites du jutsu. C'est pas mon principe. Non, non. Celui qui fait un bon iaido, pour moi, c'est un bon iaijutsu également. Alors, si on peut pousser le bouchon un peu, il faudrait faire du iaijutsu en ayant quelqu'un en face qui ait vraiment l'envie de me couper et moi l'envie de le couper. Et c'est celui qui va arriver le premier qui fera le jutsu. C'est en gros, hein. Et on n'en est pas là, on ne va pas quand même faire ça, puisque dans les dojos, on est dans un lieu où on ne se fait pas la guerre, on ne fait pas le vrai combat. On essaye de s'approcher du vrai combat, mais dans notre esprit, on a toujours quelqu'un qu'on connaît en face, on a toujours un ami en face, et on a un élève ou les élèves entre eux. Donc, la notion d'O et Jutsu, je la mets de côté. D'accord. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé plusieurs fois, dans ce triptyque, cœur, corps, esprit, ça représente quoi pour toi? Ce que c'est l'étude d'un budo, d'un art martial, c'est un peu le point de convergence de ce triptyque? Cœur, corps, esprit? Oui, je crois qu'il faut commencer par le cœur en premier. Hein. C'est l'esprit, le cœur vont ensemble également. Et on parle aussi de cette unification des trois. Mais lorsqu'on est dans le moment, je crois que c'est il n'y a pas le temps d'avoir ces trois notions dans le moment, dans l'instant. L'instant fait un. Et comme quand on dit le kikentai, l'esprit, le corps et le sabre, est-ce que c'est un bloc des trois dans le même temps ou est-ce que ce sont des choses que l'on peut séparer? Moi, je crois qu'il ne faut rien séparer. Il faut que ce soit l'unification, l'ensemble des trois qui fasse le point exact. Donc, aussi bien Kikentaichi ou ce que tu viens de me poser comme question sur les trois points. Je crois que c'est toujours dans l'instant et il n'y a pas, quand tu lances une attaque, dans ta tête, il n'y a pas de mots qui résonnent dans ta tête. Il n'y a pas de mots. En gros, voilà. Ça peut être avant, ça peut être après, mais pas dans l'instant. Pour moi, maintenant, chacun peut l'interpréter à sa façon. Donc, c'est donner pour recevoir ou recevoir pour donner? Ou la Alors, continuité entre le maître et l'élève? Donner, recevoir, recevoir, donner. alors oui, c'est une très bonne question parce que j'avais entendu un grand écrivain qui s'appelle Umberto Eco qui disait que l'enseignement est à la fois horizontal et vertical. Et là, il faut chercher le sens de ce qu'il dit et ce qui est important. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Développe. Oui, Je t'en prie, développe. là, si tu veux, on est en vertical. Maintenant, si tu es au dojo avec moi, je pourrais t'enseigner l'horizontal. Donc, tu vois, c'est très, très intéressant
ce principe. C'est quelque chose que l'on ressent quand on est dans un dojo avec plusieurs personnes. Ça peut être 10, 15, 20. On ne fait pas un cours commun. On fait un cours, l'intérêt, hein, je dis bien, ce qui serait intéressant de faire quand on est dans ce principe-là, c'est que moi, ce que je préfère, c'est de donner à chacun une correction différente. Parce que chacun est différent. Je n'ai pas en face de moi 10 personnes comme 10 robots avec le même numéro. Donc, j'ai 10 personnes différentes qui arrivent avec une fin de journée, avec des problèmes, avec une fatigue, avec chacun à son baluchon. Et quand je montre une technique, chacun l'interprète et la reproduit à sa façon. Donc, je dois être capable de voir dans l'instant ce que chacun doit recevoir, de quelle façon je dois lui donner de l'énergie, on va dire du carburant, pour qu'il puisse se rendre compte de ce qui ne va pas, de ce qui va trop, parce que ça peut être aussi le trop qui ne va pas. Hein, ça peut être pas suffisant, mais ça peut être un excès. Donc, bien souvent, il manque quelque chose. Et le rôle de l'enseignant, c'est de bien distiller à chacun la bonne dose. En gros, c'est ce que je recherche et ce que je suis content lorsque je n'arrive jamais au dojo en me disant aujourd'hui je vais faire tel type d'enseignement. Je laisse les personnes arriver et au fur et à mesure que le cours se déroule, je vais voir comment la personne se comporte et ce dont elle a besoin pour se corriger, pour s'améliorer. Si j'arrive à faire ça, je suis content. Si j'arrive à corriger. Si une personne se rend compte que son gros orteil est bien placé, même si c'est au bout d'une heure, eh ben, c'est toujours ça de gagner. Et le lendemain, ça sera le talon qui sera bien placé. Donc, chaque jour est important pour pouvoir faire une correction. S'il n'y a pas de correction, tant pis, eh ben, on attendra le prochain cours. Mais en gros, c'est ma façon de voir mon concept d'enseignant. Hmm. Donc, effectivement, le Japon, ou l'esprit du Japon est important chez toi, ce qu'on voit sur les différentes photos, c'est-à-dire le SAM, différents pratiques avec une arme, mais pas uniquement quelque part factice, puisque tu es un fin collectionneur, et puis effectivement, tu m'as envoyé une jolie photo de ton jardin. Oui. Donc, effectivement, je dirais l'esprit Japon jusqu'au bout des ongles. Peux-tu nous parler un peu de cet ensemble, de cette attirance par cette culture, Alors par cet esprit? cette culture, elle m'est apparue quand j'étais gamin. J'avais envie de connaître un petit peu, mais je ne me suis pas trop penché. J'ai survolé de loin, mais quand j'ai mis les pieds dans la pratique, là, ça a été très rapide et j'ai bien sûr cherché beaucoup plus. Et naturellement, quand j'ai eu la chance et la possibilité de partir, parce qu'à l'époque, c'était très, très cher de voyager au Japon et c'est plus comme aujourd'hui où on a des facilités de voyage au Japon, mais dans les années 80, le billet pour le Japon était excessif. Et donc, j'ai pu partir en 87 et le premier dojo, quand je suis arrivé au Japon, le premier dojo où j'ai eu la chance de mettre les pieds, où je suis resté 8 jours, c'est un dojo d'aïkido. Donc, moi qui ne suis pas pratiquant d'aïkido, je suis tombé dans ce dojo d'aïkido qui était dirigé par un des plus grands sensei d'aïkido, peut-être que tu connais, tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle Ikisuchi. Un petit peu, oui. Donc, qui avait eu son 10e dan par Sensei Ueshiba. Et comment je suis attiré dans ce dojo, c'est que quelques années avant, je l'avais rencontré en France et il était venu faire des stages en France, et notamment à Toulouse, où le responsable du séminaire m'avait demandé
d'accompagner le sensei avec ma voiture. Et ce sensei m'avait dit, ben, écoute, je sais que tu fais du yai, on m'a dit que tu faisais du yai. Avant le cours d'aïkido de cet après-midi, fais-nous une petite démonstration de yai. Donc, j'étais un petit troisième dan à l'époque. J'ai fait quelques katas de yai. Et là, il m'a dit, ben, c'est bien sûr, comme tout japonais, sensei, même si c'était pas bien, il m'a dit, c'est bien, mais moi aussi, il m'avait dit, je suis un pratiquant de yai de l'école Mesoji Kiden et Shinryu. Et bien sûr, il m'a dit, si tu as l'occasion de venir au Japon, ben, viens me voir. Et c'est ce que j'ai fait 2 ans après. Lorsque je suis allé au Japon, je me suis permis, bien sûr, en le prévenant quelques temps avant, pardon, je lui avais envoyé une lettre et il m'avait bien reçu. Il m'avait reçu chez lui dans son dojo à Shingu, c'est la ville de Shingu qui se trouve dans le Wakayama. Et j'ai eu la chance de rester 8 ou 10 jours dans ce dojo, puisqu'on pouvait dormir à l'étage. Et il y avait une cuisine pour se faire les repas. Et la particularité de ce sensei qui m'avait touché également, puisque n'étant pas pratiquant d'aïkido, je me suis rendu compte qu'il avait des points très intéressants. Et tous les 26, il fêtait l'anniversaire de la mort de Sensei Yoshiba. Tous les 26 de chaque mois, ce qui permettait à tous les élèves pratiquants et anciens pratiquants de venir le 26 avec les bouteilles de saké, avec ce qu'ils faisaient, pour faire une cérémonie Shinto pendant 3/4 d'heure, cérémonie que j'ai filmée. Si tu veux un jour, je pourrais t'envoyer la vidéo. Donc, il y avait la cérémonie où chaque pratiquant, lui, faisait des discours en Shinto, il y avait un prêtre Shinto, et après avoir fait cette cérémonie, on montait à l'étage, et là, la grande table était dressée avec la nourriture et beaucoup de boissons, et c'était très convivial. Et naturellement, j'ai eu plaisir à rester dans ce dojo d'aïkido, et en plus, quelqu'un de très humble, malheureusement, quelques années après, il est décédé d'un cancer de l'estomac. Mais si tu as l'occasion sur Internet, tu pourras le voir. Il y a des vidéos de lui sur Internet où on le voit pratiquer dans ce dojo à Chine. Voilà. Maintenant, j'ai oublié la question que tu m'avais posée. Je veux dire, on parlait de ton engouement pour la culture japonaise de manière globale, et effectivement, et sur plusieurs sujets, qui sont effectivement la pratique des budo, on vient d'en parler depuis de très très longues minutes, mais également aussi ton jardin, que tu nous as envoyé en photo, qu'on va mettre dans la vidéo, et puis les arbres. Voilà, alors jardin, je le souligne, qui a été fait par un Français professionnel. Donc, ça a été mon cadeau d'anniversaire pour mes 60 ans. Qui est un jardin traditionnel japonais avec les pierres à eau et les pierres importantes qui viennent de Kyoto. Donc, c'est vraiment un jardin qui s'appelle un cha niwa, c'est-à-dire un jardin de thé. Donc, ce jardin, naturellement, fait partie de mon entourage, puisque dans le prolongement du jardin, à l'intérieur, il y a ma maison, et dans ma maison, j'ai mon dojo, qui au départ était mon garage, qui s'est transformé en dojo. Donc, je t'enverrai aussi quelques photos de l'intérieur de mon dojo, hein, qui est dans la prolongation du jardin. Et donc, oui, le Japon, naturellement, quand on met les pieds dans le budo, on a tendance à se dire, ben, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, et c'est ce que j'ai fait, j'ai creusé un petit peu, et puis je me suis intéressé aux armes japonaises, bien sûr, par la pratique. J'ai eu la chance d'acheter un sabre ancien, et puis un deuxième, et puis là, ben, je ne peux plus les compter parce qu'il y en a trop. Et, et naturellement, comme je suis quelqu'un qui vient professionnellement du milieu manuel, je me suis lancé il y a de nombreuses années à la restauration. Donc j'ai des spécialités dans la restauration. Je suis plutôt spécialiste pour faire des gorges dans les lames.
pour donner plus d'équilibre au sabre. Et naturellement, refaire des fourreaux, des poignets, essayer d'améliorer, d'arranger, de redonner de la vie à des sabres qui ont été un peu abîmés. Voilà, en gros. Les livres, bien sûr, beaucoup de livres m'ont permis aussi, de bons livres, hein, parce qu'il y a de tout, hein, il faut faire attention. C'est comme les vidéos, il y a de bonnes vidéos, il y a des vidéos qu'on regarde par curiosité, puis il y en a d'autres où il faut mettre de côté, surtout ne pas trop les prendre en référence, puisque malheureusement, on ne peut pas apprendre avec une vidéo. Certains essayent, mais c'est juste pour la mémoire, pour certains, c'est bon, garder les vidéos, regarder les vidéos parce que ce sont des aides-mémoire, mais pas apprendre. Il n'y a que l'enseignant, comme on dit, Ishin Deshin, de mon âme à ton âme, qui est le plus important. Voilà, en gros. Donc, tu passes du temps à rénover aujourd'hui. Et est-ce que tu es venu à l'idée de transmettre cette passion de rénovation des armes anciennes autrement, par un livre, par des ateliers, par Ah là, oui. l'écriture de documents, de conférences, par exemple? Une conférence, oui, j'ai déjà fait. Après, l'enseigner, j'ai eu des demandes de mes élèves, de certains de mes élèves. C'est très difficile parce que physiquement, il faut dégager beaucoup de temps. Moi, je l'ai le temps, mais celui qui me demande n'a pas le même temps que moi. Moi, je suis retraité, donc je peux prendre le temps qu'il faut. Et dans ce domaine-là, comme certains l'ont fait, il y en a très peu, mais certains sont partis au Japon chez un maître forgeron, chez un maître polisseur, et sont restés 2 ou 3 ans, mais près du maître. Chez nous, c'est beaucoup plus difficile. Notre vie ne nous le permet pas ou ne le permet pas à cette personne qui aurait envie d'apprendre. Alors bien sûr, de temps en temps, je leur dis un petit peu ce que je fais, comment je le fais, je mets des photos ou quelques petites vidéos pour voir. Mais c'est sûr qu'il faudrait que la personne soit avec moi 2 ou 3 heures par semaine, près de moi, pour que je puisse donner le maximum. Peut-être qu'un jour ça viendra, j'ai encore quelques années devant moi. Il faut espérer. Ou concaténer ton expérience, juste par écrit peut-être? Oui, oui, l'écrit, c'est pas mon fort non plus, mais peut-être la vidéo, c'est plus mon fort. La vidéo est beaucoup plus, on va dire, les mots, il faut qu'ils soient bien posés parce qu'on trouve quelques bouquins sur la forge, sur le polissage, mais ça reste que c'est en voyant quelqu'un que l'on peut reproduire. Hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant si on a un exemple visuel. Oui. Il faut aussi toucher la matière. Absolument. Ça aussi, c'est très important. Quel est ton meilleur souvenir dans toute ta vie qui est riche et longue? Tu as à peine fait la moitié? Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai eu de belles rencontres, des moments difficiles aussi, des moments où je me suis dit, je m'en vais, j'arrête. Quand, dans le dernier dojo au Japon où j'étais, il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout arrêter parce que c'est aussi un test. Quand on est étranger au Japon, on n'est pas japonais. On ne sera jamais japonais. Que l'on parle ou qu'on ne parle pas le japonais, que l'on soit très bon, on sera toujours non japonais. Dans la majorité des sensei japonais que j'ai connus, il y a la politesse avant tout du sensei, et que bon, mais on sent très bien qu'il y a le côté vous êtes des Occidentaux, vous ne pouvez pas comprendre. Donc ça, c'est très important de le souligner parce que j'ai des amis qui vivent au Japon, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer à 100%.
il faut le dire, hein, en toute honnêteté, le japonais n'accepte pas l'étranger. Ah non, non. Si, en touriste, attention. En touriste, on est super bien accepté. Dès qu'on est dans une voie, et celle que je connais moi, c'est celle des arts martiaux. Je pense que dans les autres voies, ça doit être un peu pareil. Mais dans la voie des arts martiaux, on restera toujours des gaijins. Sûrement, sûrement. Oui. Et pour conclure, comment tu pourrais donner envie à un jeune ou moins jeune de nous rejoindre? Et sans prosélytisme, bien sûr. Vous êtes une guerre ou plutôt côté FEI, moi, ça ne me dérange absolument pas. Quels sont les mots que tu pourrais employer pour dire venez nous rejoindre parce qu'on fait des trucs bien ou je sais pas. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Alors, si je dis on fait des trucs bien, ça veut dire beaucoup. Venez pratiquer. Venez Pourquoi? pratiquer. Voyez par vous-même. Venez pratiquer. C'est-à-dire que comme tu le sais, dans les dojos ici, on laisse des cours d'essai. On dit vous avez droit à 2 cours d'essai ou 3 cours d'essai. Est-ce que c'est suffisant, le cours d'essai? Est-ce que faire 1, 2 ou 3 cours d'essai, même 10 cours d'essai, même 1 mois, même 1 an, est-ce qu'on sait où on va? Je crois que c'est comme le polissage. Eh bien, il faut polir et on n'est jamais satisfait. On n'est jamais complètement satisfait. Donc, venez pratiquer. Venez essayer, venez pratiquer. Et en fonction de l'individu aussi, savoir ce qu'on peut lui donner. Si c'est quelqu'un qui est fragile, c'est quelqu'un qui a besoin de force. Alors, on va lui montrer des choses qui peuvent correspondre à ce que lui a envie d'avoir. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'enseignants, est-ce qu'on est capable de ressentir ce que celui qui est en face aimerait. C'est le plus difficile. Faire quelque chose de commun alors que la personne est plutôt une personne douce, si on fait un entraînement dur en faisant un truc un peu à la militaire, et la personne qui est douce, elle n'a pas envie de ça. Donc on peut l'amener à pratiquer sans rentrer dans un enseignement, dans un entraînement trop marine, ouais, trop martial. Donc il faut justement arriver à donner à chacun quelque chose qui correspond, comme je disais ultérieurement. Il faut que ça corresponde à l'individu. Toi, je sais que tu as besoin, parce que tu es quelqu'un qui a un passé, quelqu'un qui a une demande. Donc, on va charger la poudre un peu plus que l'autre. Donc, on sera plus coriace avec toi et moins coriace avec ton voisin. Donc, on parlera différemment, mais en respectant bien sûr l'individu, en lui donnant des mots, en le parlant sans brutalité. Alors naturellement, dans l'enseignement, le ton de la voix peut être aussi quelque chose qui déstabilise. Moi, j'ai eu des personnes qui se sont senties un petit peu bousculées parce que ma voix porte à certains moments un peu plus, mais c'est une façon de les toucher, de toucher l'esprit, le cœur de la personne. Au Japon, moi, j'ai eu un enseignant de judo qui parlait fort et qui frappait fort. Donc, j'ai eu côte, j'ai eu genou. Et là, l'enseignement était, on va dire, un peu violent. Et on ne regardait pas par la fenêtre pendant qu'il enseignait, donc, on avait intérêt à le regarder et ne pas couper. Voilà, donc, ça, c'était quelqu'un qui m'a marqué aussi dans ma pratique parce que c'était aussi le test. Hein. Tu es un petit Français, tu viens
tu viens nous voir. À l'époque, j'étais troisième dan, donc tu es gradé. On va voir ce que tu as dans le kimono, pour ne pas dire dans le pantalon. Je suis ressorti le premier entraînement, j'avais l'arc-en-ciel sur ma poitrine. Ah oui, oui. Mais c'est un test. Après ça, on montait à l'étage et on buvait bien, parce que ça fait partie aussi, dans certains dojos, une bonne pratique, bien se taper, et après, une bonne bouffe avec beaucoup d'alcool. Et comme les Japonais ne tiennent pas bien l'alcool, très vite, nous, on les gagne parce qu'on tient mieux l'alcool. Alors, je ne sais pas si c'est une gloire, on est bien d'accord. Soyons bien clairs sur le sujet. Et par contre, en reprenant mes notes un instant, c'est vrai que tu as fait beaucoup pas d'interviews, mais beaucoup de démonstrations filmées qu'on peut te retrouver à beaucoup d'endroits différents où à chaque fois, effectivement, tu fais de la coupe. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ces Ah, actions que tu as fait? Effectivement, il semblerait que tu sois jeune sur ces vidéos. oui, j'ai fait à une époque énormément de démonstrations parce que c'était une demande aussi. C'était pas forcément moi qui demandais, mais c'était plutôt une demande qu'on me faisait parce que sur la région, je faisais partie des seuls qui avaient cette pratique. Et naturellement, j'acceptais. Alors, jusqu'à un certain moment où j'ai dit non, stop, parce que selon qui faisait la démonstration, j'acceptais moins après, à partir d'un certain moment, parce qu'il y avait des pratiques, il y avait des démonstrations qui ne me convenaient pas, parce que moi, j'arrivais avec une école traditionnelle, avec tout un rituel japonais traditionnel, et j'acceptais moins certains qui faisaient, avec Jean-Michel Jarre, les démonstrations un peu, on va dire, bizarres, pour ne pas les citer, donc je ne dirais pas qui, Dommage. c'était pas japonais, hein, si ça peut donner une indication, c'était pas des arts japonais. Mais donc voilà, moi, comme j'étais assez dans la pratique sérieuse et traditionnelle, j'avais du mal à ce que d'autres pratiques non japonaises fassent n'importe quoi avec du feu et de la lumière. Et donc, à certains moments, j'ai un peu délaissé les démonstrations après, quand j'ai pu en faire au Japon, bien sûr, à Kyoto. Chaque année, au mois de mai, le premier week-end de mai, il y a à Kyoto, dans le grand parc centre qui s'appelle le Butokuden, qui est la maison de Budo à Kyoto. Il y a démonstration de yai, de kendo, de jodo et d'armes différentes sur 4 jours. Donc, pendant des années, j'ai fait le yaido et le jodo avec mon professeur japonais. Donc, j'étais le seul occidental à faire dans cette école. Je dis bien dans l'école Tsuryu, la démonstration de bâton avec le professeur, le Soke, l'héritier de l'école. Naturellement, faire une démonstration dans ce lieu avec le Soke de l'école, je peux te dire que je ne dormais pas la nuit d'avant, hein, complètement. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais 5 katas à faire avec lui. Et toute la nuit, je refaisais les 5 katas jusqu'à 6 heures du matin où je me levais pour être à 7 heures prêt à partir. Et chaque fois que je faisais cette démonstration pendant une dizaine d'années, je crois que les dernières années, j'arrivais à dormir 2 heures. Mais c'était tellement... parce que là, il y avait tout le Japon qui était là. Le Japon, bien sûr, de la ZNKR, tous les sensei japonais, Kendo, Iaido et Jodo, qui étaient là à la table et qui voyaient les Japonais et les non-Japonais. Et bien sûr, dès qu'il y a un non-Japonais dans une foule de Japonais, il est de suite repéré. Hein, et vice-versa aussi. Hein. Donc, naturellement, ces démonstrations m'ont demandé beaucoup d'efforts parce que pour moi, ça a été la première fois que j'ai fait cette démonstration, mettre le pied sur ce parquet, c'était comme si je m'étais
les pieds sur un gros nuage qui bougeait dans tous les côtés. Et voilà, relativement dans l'ensemble, j'ai eu une fois ou deux où je me suis un peu loupé, mais ça s'est pas trop vu. Mais bon, moi je sais que je me suis un peu loupé, mais j'en sortais assez content. Voilà. Très belle J'avais autre chose. histoire. Oui, ah oui, alors donc, tu me disais, oui, oui, il y a eu des moments comme ça, où des grandes démonstrations, les petites démonstrations. J'ai même, je me souviens, ça devait être en 74-75, ça c'était à Toulouse, fait une démonstration, et Tiki Cheman aussi a fait la démonstration, et je dois avoir une vidéo qui traîne quelque part, où on nous voit, bien sûr, à un moment différent. Et j'étais tellement crispé. C'était une des premières fois que je faisais une démonstration. Et puis le fait que Tiki soit là aussi, ça me mettait la pression, parce que c'était à l'époque, il était très coté. Et donc, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi en faisant ma démonstration de Yai. Mais comme, bien sûr, le public ne connaît pas le kata, on va dire que ça ne s'est pas trop vu. Il n'y a que moi qui me suis dit, mais pauvre de moi. Donc, on va dire que ça sera ton bon moment qu'on va garder. Voilà, voilà. Dans les bons moments aussi, ou les bons moments entre parenthèses, j'ai eu la chance de me retrouver dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères à Tokyo, faire du yai dans les grands couloirs du ministère des Affaires étrangères. Et là, tu vois, tu te dis, mais est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est... Alors, parce que dans l'école Muzojikiden que je pratiquais dans les années 90, beaucoup de personnes venaient du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y avait des consuls, il y avait des ambassadeurs, il y avait des employés du ministère. Et grâce à cette école, j'ai eu la chance de rencontrer le consul du Japon à Marseille. J'étais invité à Marseille à la fête de l'anniversaire de l'empereur. J'ai eu la chance également de rencontrer l'empereur et l'impératrice du Japon à Toulouse et de les saluer. Donc, je me suis dit à un moment donné, ma petite personne qui fait du yai, je me suis retrouvé avec des ambassadeurs et des empereurs. Voilà. Merci les arts martiaux. Oui, l'empereur, c'est quand même assez rare de le rencontrer, semblerait-il. Très. Et oui, et oui. Si tu as une Et donc, photo, on est preneur, effectivement, pour la mettre. tu vois, il y a eu dans ma vie des choses que j'ai eu la chance de faire, mais il n'y a pas eu d'appareil photo. Et c'est arrivé souvent dans les choses extraordinaires de ma vie où il n'y avait pas d'appareil photo. Je me souviens quand j'avais 7-8 ans, j'étais au Maroc, et comme j'étais dans les deux premiers de ma classe au concours élémentaire, le roi du Maroc, qui était revenu d'exil en 56, donc j'ai dû être invité. En 57, il a invité tous les premiers de chaque école de Rabat et de Salé, qui est une ville à côté de Rabat, au Palais Royal, et on était invité à un goûter spectacle d'artistes. Et le roi en personne, le roi Mohamed V, nous a remis à chacun de nous un petit cadeau. Et j'avais eu un jokari, qui était, je ne sais pas si tu as connu ça dans ta jeunesse, Des trucs en bois, machin. avec une petite balle et une raquette. Et la goule au bout, il faut essayer de mettre dans le trou. Le roi, non, c'était une balle avec un élastique et une raquette. Et tu envoyais, comme si tu jouais au tennis, et tu avais Mmh. la balle qui revenait comme quelqu'un qui t'envoyait une balle de tennis. Et donc, j'ai eu cette chance, mais je ne me rendais pas compte, j'avais 7 ans ou 8 ans. Oui, peut-être 7 ans. Et c'est après que je me suis dit, mais c'était magnifique, c'était au Palais Royal avec la garde impériale et ce roi qui te remet un cadeau de ses mains. Et puis, beaucoup plus tard, l'impératrice et l'empereur du Japon devant moi, que je salue, le consul du Japon de Marseille qui vient me voir chez moi à Toulouse. Je me suis dit, mais
Il n'y a pas d'appareil photo dans ces moments. Mais l'appareil photo, il est dans les mauvais moments des fois. Ou l'appareil photo reste là, peut-être gravé là-haut, c'est le principal. Aussi, voilà, ça fait partie des grands souvenirs aussi. Bien sûr que je ne pourrais pas les nommer aussi, le nombre de bons moments aussi que j'ai pu passer, que ce soit au Japon ou en France ou ailleurs dans le monde, ou en Polynésie, parce que ça fait rêver aussi beaucoup la Polynésie. Ok, Robert, je te remercie beaucoup de cet entretien. Et Ça a été, puis, on a passé combien, un petit moment? oh, une heure quelque chose, mais c'est pas important encore. De toute Ah, façon. ben écoute, je pensais que ça allait être plus difficile, voilà. À bientôt, Merci. Robert. Ah, merci à toi et puis à Hippolyte. Bonne continuation dans vos travail et puis j'espère qu'on va se voir un de ces quatre. Bien sûr, Robert. Au revoir, Robert. Au revoir, salut, à bientôt. Coupé.